C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 138 du 13 avril 2026. Au programme de cette émission, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, en tant qu'homme ouvertement gay, il vient discuter de sa vision du climat politique actuel pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Nous aborderons la santé psychologique au travail pour les personnes de LGBTQIA+, avec Michele Bayoko, doctorant en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. L'auteur Philippe Besson sera également avec nous en entrevue et nous parlerons d'une saveur de Montréal Queer en compagnie d'Alex D. Ketchum, professeur agrégé à l'Université McGill. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous recevons aujourd'hui Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Et si les sondages se confirment, il a des chances d'être le prochain premier ministre du Québec en octobre. C'est quand même pas loin, c'est dans quelques mois. Monsieur Milliard, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté de participer. Plaisir, merci pour l'invitation. Alors, vous avez lancé votre campagne aux côtés de votre conjoint et vous êtes le premier chef ouvertement gay de l'histoire du Parti libéral, au-delà du symbole. Comment cette authenticité influence-t-elle votre manière de faire la politique aujourd'hui? Bien, écoutez, merci pour la question. Pour moi, faire la chose publique, c'est accepter d'avoir une vie publique. Alors, c'était important pour moi, dès le départ, d'être transparent sur ma vie. Alors, c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait. C'est pas un secret pour personne qui me connaît un tant soit peu, mais je comprends que là, les Québécois apprennent à me connaître. Alors, c'est important pour moi de faire ce geste-là qui en est un des nombreux gestes que j'ai posés depuis le début de ma campagne. Pour les auditeurs, auditrices et auditoristes de cette émission, c'est très important pour eux d'avoir un chef politique bien sûr, qui s'affiche. Puis je dirais la même chose sur une autre citation, c'est-à-dire que pour moi, c'est un élément de transparence puis d'honnêteté. Et puis tant mieux si c'est porteur d'un message qui est intéressant aussi. Alors, vous avez récemment dit, j'aime beaucoup les politiciens parce qu'on peut lire beaucoup de choses que vous dites. Vous avez récemment affirmé avoir arrêté de vouloir faire plaisir à tout le monde dans un contexte où l'on voit une montée des discours polarisants au Québec, comme partout dans le monde, et surtout envers les communautés qui nous écoutent présentement, LGBTQ+. De quelle façon cette assurance se traduit-elle dans vos engagements pour protéger les acquis de ces communautés? Effectivement, moi, je sens qu'un grand glissement, à tout le moins médiatique, sinon social, sur la protection de certains droits, puis le respect du vivre ensemble. Donc, ça m'inquiète, ça fait partie de mon engagement politique de défendre cette voie-là. Mais je pense aussi que les politiciens ont un rôle à jouer dans les sujets d'actualité. Vous savez, les journalistes, les animateurs retransmettent ce qui se jase dans la société et les politiciens sont un des principaux fournisseurs finalement de ce qu'on discute. Alors moi, ce que j'invite les Québécois à réfléchir, c'est avec moi à la tête du gouvernement du Québec, c'est un ton qui est beaucoup plus conciliant, qui est beaucoup plus bienveillant, qui est à la recherche du bien commun. Et on a des exemples partout dans le monde, mais aussi au Canada et au Québec, de politiciens qui tentent davantage de diviser. C'est sûr qu'il y a des sujets qui divisent. Oui. Et c'est pour ça que je dis que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, en étant chef du Parti libéral du Québec, c'est impossible que tous les Québécois m'aiment. C'est la nature de la chose. Mais j'espère que le ton et la façon que je vais traiter les adversaires vont inviter les gens à considérer nos propositions, mais aussi peut-être à mes adversaires à adopter un style qui me ressemble davantage et qui, je pense, ressemble aux Québécois qui nous écoutent, c'est-à-dire des idées, de la rigueur, de la méthode et pas juste des clips puis des insultes. Dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, on évoque une forme d'invasion par rapport à la représentativité de la diversité sexuelle en politique. Que répondez-vous à ceux qui craignent que l'identité des chefs de parti prenne le dessus sur les enjeux de gouvernance? Bon, écoutez, premièrement, moi, je ne m'abreuve pas de tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, je me préserve bien de ça. Là. Je sais que c'est un carrefour d'informations parfois utiles, souvent inutiles. Alors, ça fait partie de la vie politique. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se retrouvent dans des nouveaux styles de politiciens. C'est ça qui est important pour moi. Et
c'est pas nécessairement juste sur la vie privée ou sur l'expérience de vie des politiciens, mais c'est sur la capacité de rassembler puis la capacité d'inspirer. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de titre professionnel particulier, ça n'a pas de provenance géographique particulière. C'est une attitude d'ouverture aux autres, d'ouverture aux idées. Puis à faire de la politique, c'est vouloir être avec le monde, c'est aimer le monde, c'est essayer de vouloir comprendre le monde. Puis comprendre le monde, c'est comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Alors moi, je suis porteur d'une identité, d'une expérience. Vous êtes porteur d'une identité, d'une expérience. Et moi, j'aimerais bien diriger le gouvernement de tous les Québécois. Alors, je me présente, je me dévoile. Et je vais être à l'écoute des autres. Et ceux qui ne veulent pas m'écouter, ben écoutez, ils feront d'autres choses. C'est la vie. C'est la démocratie. Voilà. Alors, je vous amène sur des enjeux qui sont importants pour les communautés qui nous écoutent. Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie relève actuellement du ministère de la Condition féminine. Vous avez déjà exprimé des réserves sur cette structure. Pourquoi croyez-vous qu'un transfert, le retour vers le ministère de la Justice serait plus approprié? Bien, à cause du glissement qu'on observe, je pense c'est important d'avoir des balises sérieuses sur la façon dont on encadre la protection des droits des minorités. Puis c'est une discussion que j'ai beaucoup avec Jennifer Macaron, qui est députée de Westmount-Saint-Louis, qui a été une voix forte et qui est une voix forte régulière encore. À cette émission, oui. Effectivement. Donc, Jennifer et moi sommes du même avis sur plusieurs questions qui touchent les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, évidemment, elles peuvent être assurées de notre support dans ce sens-là, mais je pense que la place où on met ces questions-là dans l'organigramme, dans la structure, envoient un message politique fort. Mm-hmm. Et je pense que la question de la protection des droits, c'est un élément qui a trait à la justice, même si ensuite on veut être dans le vivre ensemble puis dans le quotidien des choses, ça demeure des éléments de protection des droits individuels. Les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre font face à des défis majeurs de santé mentale et d'accès aux soins. Ouais. Comment un gouvernement sous votre direction compte-t-il concrètement lever les barrières administratives et médicales qui freinent encore l'épanouissement des personnes trans et non-binaires? Oui, alors c'est un sujet qui est particulièrement un fléau pour ces communautés-là, mais il est plus large aussi. Il faut faire de la santé mentale une priorité nationale. Vous savez que je suis pharmacien aussi de profession. Oui. La surconsommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, d'antipsychotiques chez les adolescents est extrêmement préoccupante. Puis elle l'est aussi dans plusieurs communautés pour toutes les raisons dont on parle depuis quelques minutes. Alors, la santé mentale, ça passe par une reconnaissance de ce fait-là qui existe. Il y a un groupe de jeunes en ce moment, justement, qui sont en train de faire la promotion, d'avoir une espèce de commission d'études transpartisane sur comment on va adresser la santé mentale chez plusieurs communautés. Alors moi, je fais partie des gens qui veulent mettre ça à l'avant-plan. Une des principales façons, évidemment, une question de financement, mais il y a une question d'agir en prévention. Si on veut que nos organismes communautaires puissent aider et avoir leur mission accomplie. Ils ont besoin du financement qui vient avec. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs groupes du mouvement communautaire à Bout qui ont fait une très belle prestation justement pour exposer les problèmes. Alors, il faut savoir qu'avec un gouvernement libéral, on va avoir une préoccupation. C'est sûr qu'on a une préoccupation économique parce que c'est ça qui va nous donner la richesse pour investir dans notre filet social. C'est sûr que le gouvernement ne nage pas sur l'or présentement. Et le gouvernement ne nage pas sur l'or et pourtant les besoins sont immenses. Mm-hmm. Alors, soutenir nos organismes communautaires, c'est aussi un projet économique parce qu'il va falloir prendre l'argent quelque part. On ne peut pas augmenter les impôts des Québécois. On est déjà surtaxés. Alors, on doit générer des nouvelles richesses pour aider justement nos organismes communautaires à aider nos jeunes, à aider les différentes communautés. C'est un mobile qui tient tout ensemble de façon fragile, mais qu'il faut solidifier. Je me permets de déborder parce que je trouve ça important. La santé mentale, ça semble être le parent pauvre de la santé au Québec. Oui. Un gouvernement milliard ferait quelque chose avec ça? Ce qu'on a réussi à faire dans les siècles derniers avec la santé physique, on doit le faire avec la santé mentale. La déstigmatiser, l'objectiver et donner les moyens de la traiter. Et en ce moment, que ce soit dans différentes régions ou pour différents types de maladies qui attrait avec la santé mentale, on n'a pas la même façon que quand c'est des problèmes de santé physique. Alors moi, je veux prévenir la surconsommation de médicaments. Venant d'un pharmacien, c'est quand même important de le mentionner. Et ça va venir avec plus de prévention et avec une protection, justement, des libertés puis des droits des communautés. Parce que la santé mentale vient souvent c'est parfois chimique, mais c'est aussi parfois social. Ça vient d'une isolation, ça vient d'une privation de certains bonheurs, d'une certaine liberté. Alors, c'est ça sur laquelle il faut travailler. Et ça, la principale qualité d'un politicien, c'est d'être ouvert à ces questions-là et de comprendre le rôle qu'il peut jouer
plutôt que de juste voir ça comme une colonne de revenus ou de dépenses. Vous êtes quand même un homme d'affaires, parce qu'un pharmacien, de toute façon, ça gère une business aussi, mais vous avez été dans le monde des affaires aussi. Bien sûr. Et là, j'aimerais vous amener sur, on en a parlé, le communautaire à bout. Oui. Le communautaire fait beaucoup de choses que le gouvernement ne pourrait pas payer parce que c'est beaucoup, mais c'est sous-financé. Oui. Encore une fois, je sais que le gouvernement ne nage pas sur l'or, mais on va faire quoi, là? Un gouvernement milliard ferait quoi pour ces organismes? Premièrement, on va définir quel est le rôle du gouvernement dans le secteur communautaire et quel est le rôle de peut-être d'autres sources de financement, qu'ils soient privés, qu'ils soient par rapport à des levées de fonds. Moi, je pense que le soutien à la mission, donc de payer le quotidien, ça revient au gouvernement. Donc, on doit soutenir davantage les organismes communautaires. J'entends souvent des gens du communautaire je vous arrête parce que je vais le souligner parce que pour beaucoup d'organismes communautaires, c'est vraiment le nerf, le problème, le fondamental, c'est le financement de l'émission. Il faut que vous vous engagez à revoir ça, là. Effectivement. Alors, on pourra pas dire oui à toutes les demandes, bien sûr. Là, j'arrive pas avec une baguette magique à votre antenne aujourd'hui. Mais moi, quand j'entends des ministres de la CAQ dire à des organismes communautaires, ben écoutez, là, pour payer votre facture d'électricité, allez donc voir une fondation privée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer que les organismes puissent remplir cette mission-là. Et s'il y a des projets spéciaux pour lesquels le privé peut aider, tant mieux. Mais on ne peut pas laisser les gens en suspens comme ça, alors qu'ils sont des gens qui vont faire éventuellement économiser de l'argent au service de santé. Parce que si on a des organismes communautaires de qualité qui remplissent leur mission, ben c'est moins de gens qui se pointent à la pharmacie, c'est moins de gens qui se pointent dans les banques alimentaires, c'est moins de gens qui se pointent à l'urgence. Et ça augmente, ça décuple les coûts pour l'État. Alors, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense. Mais bien sûr que je suis pas le magicien d'Oz non plus. Il y aura des arbitrages à faire, ça c'est bien certain. Puis les gens du communautaire le savent. Ils font des demandes, mais ils sont réalistes aussi sur la capacité de payer. Mais ils se font entendre. Ils l'ont fait de très belle façon. J'en ai vu des campagnes politiques dans les dernières années. Celle-là a été faite de fort belle façon dans les dernières semaines. Il me reste une minute. Oui. Ça me tente de vous faire de la politique. Nous, ça fait longtemps qu'on invite beaucoup de politiciens de tous les partis pour parler des communautés. Oui. Le parti qui est votre adversaire présentement dans les sondages refuse de nous parler. Ah. Vous pensez quoi de ça? Ben écoutez, on parle justement beaucoup de l'accès des politiciens qui parlent à certains médias qui parlent pas à d'autres. Écoutez, moi je pense que vous êtes une voix unificatrice. Vous représentez des communautés qui font partie de l'ensemble québécois. Vous le faites de fort belle façon et moi je suis là. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais je veux dire, cet échange-là qu'on a avec les médias, donc avec les Québécois qui vous écoutent, c'est ça la base de la politique. Si on veut pas communiquer avec la population, je sais pas ce qu'on fait en politique. Alors moi, je m'engage à être le plus transparent possible sur mes idées. J'espère qu'elles vont rassembler des gens qui vous écoutent, mais les gens vont savoir à quelle enseigne je loge. Et évidemment, on peut pas faire plaisir à tout le monde en politique. Là, c'est l'art du choix. On va espérer peut-être de vous recevoir à nouveau en septembre. Je sais que vous allez être très occupé en campagne, mais on va essayer de refaire ça à nouveau parce qu'on serait très intéressé de voir comment les choses vont. Ça me ferait grand plaisir, puis je vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup, Charles Milliard, d'avoir été avec nous. Charles Milliard, donc, qui est chef du Parti libéral du Québec. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Bien que les politiques de diversité et d'inclusion se multiplient dans les milieux professionnels, les réalités vécues sur le terrain révèlent des défis persistants et complexes, notamment la santé psychologique des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Pour en discuter, nous recevons Michele Baiocco, qui est doctorant en psychologie à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, chercheur sur les enjeux d'incivilité au travail et psychothérapeute, spécialisé dans les accompagnements des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à l'émission, Michele. Merci pour l'invitation, Denis Martin Chabot. Ça me fait plaisir. On observe une volonté affichée d'inclusion dans de nombreuses entreprises. Pourtant, la détresse psychologique reste marquée chez les travailleurs issus de la diversité sexuelle et de genre. Selon vos observations faites sur le terrain, les milieux de travail sont-ils réellement devenus plus sécuritaires ou assistons-nous simplement à un déplacement de la discrimination vers des formes peut-être plus subtiles, plus difficiles à identifier? Excellente question. En fait, d'abord, probablement qu'ils sont devenus plus sécuritaires physiquement, en fait, ces milieux de travail, grâce notamment aux chartes et lois qui protègent les personnes LGBTQ+, finalement de formes plus flagrantes de violence, notamment, basées sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. Néanmoins, je pense que les milieux de travail ne sont pas nécessairement devenus plus sécuritaires psychologiquement.
Donc, on pourrait définir en fait la sécurité psychologique comme le climat en fait qui nous permet de nous sentir à l'aise d'être soi-même, sans crainte de conséquences. Et la présence de microagressions, de blagues LGBTQ+ phobes dans les milieux de travail peuvent signaler en fait aux personnes LGBTQ+, qu'elles se trouvent dans un milieu de travail dans lequel il y a encore des préjugés à leur égard, puis qu'être soi-même, ça peut venir avec des conséquences autant sociales que professionnelles. Donc, je dirais qu'effectivement, les formes de discrimination sont devenues plus subtiles et plus difficiles à détecter en soi. En lien avec vos recherches là, sur la gestion d'identité, on analyse souvent une dynamique entre le dévoilement, le fameux coming out, et la dissimulation de l'orientation sexuelle. Pourquoi ce choix constant de sortir ou non du placard représente-t-il une charge mentale si lourde dans un contexte professionnel? Ouais, je vous dirais que c'est assez complexe, en fait, toutes les décisions qui entourent le dévoilement ou la dissimulation. En fait, au cours des dernières années, je me suis intéressé justement à ces questions-là, particulièrement dans le cadre du projet de recherche Sa vie LGBTQ, qui a été dirigé par Martin Blais, Lynn Chamberlain de l'UQAM et Isabelle Côté à l'UQO. Et en fait, ce projet de recherche visait à notamment documenter l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ+ à travers le Québec. Et on a constaté, en fait, on avait des données sur le degré de dévoilement et de dissimulation des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Et on voit qu'il y a différentes différences, autant individuelles que plus liées au milieu de travail, dans le sens que du côté individuel, des personnes qui s'identifient comme gays et lesbiennes ont davantage tendance à se dévoiler, versus ces personnes qui s'identifient comme bisexuelles, pansexuelles ou queer, au moins cette tendance-là à se dévoiler plus directement ou plus amplement en milieu de travail. Le fait aussi de percevoir que notre milieu de travail n'est pas suffisamment acceptant ou le fait de percevoir des microagressions en milieu de travail vient aussi avec moins de dévoilement chez ces personnes-là. Donc, il y a énormément de prises de décision à savoir à qui on va le dévoiler, dans quel contexte, et ça devient une charge à la longue, en fait, en soi, qui génère un stress et qui peut mener finalement à de l'épuisement chez les travailleurs en soi. Donc, c'est assez complexe à évaluer. Et c'est invisible, en fait. C'est une charge de travail invisible en soi qu'il faut aborder, il faut sensibiliser les organisations aussi à cette charge-là et essayer de la prévenir en soi. Et je vais pas aller dans l'anecdote, mais bon, moi, j'ai dû faire un coming out dans une grande organisation, en l'occurrence Radio-Canada, quand j'ai travaillé là. Puis j'avoue que ça a été une décision qui était compliquée à prendre. Alors, j'imagine que ça ne s'est peut-être pas amélioré depuis le temps où on aurait espéré, mais en tout cas, le fait de dévoiler qui on est, notre identité sexuelle ou de genre, est-ce que ça peut être un gage de bien-être ou ça peut aussi fragiliser la position de l'employé? Ouais, c'est une bonne question. Je vous dirais que ça dépend des conditions dans lesquelles ça se trouve, d'où la charge de travail, la charge mentale plutôt. Si on est pris à devoir évaluer les coûts et les bénéfices finalement de se dévoiler à certains acteurs dans certains contextes des éléments comme ça. Les études notamment sur le sujet mettent en évidence que le fait de pouvoir dévoiler librement son orientation non hétérosexuelle en milieu de travail vient avec davantage de satisfaction au travail, avec davantage d'un sentiment de connexion avec les autres, un plus grand engagement organisationnel, qui est finalement un peu un lien d'attachement qu'on développe avec notre organisation et qui contribue à ce qu'on reste plus longtemps en milieu de travail. Mais pour ça, pour pouvoir se dévoiler librement, il faut pouvoir évoluer dans un milieu de travail où c'est sécuritaire de se dévoiler, où c'est sécuritaire finalement de se montrer vulnérable dans une certaine mesure, puis qu'il n'y aura pas de conséquences sociales ou professionnelles à cela. Donc, il y a vraiment une combinaison en fait de facteurs individuels et liés à l'organisation qui font que ce dévoilement peut se faire librement. Et quand on est pris finalement, puis qu'on est contraint à se dissimuler, ça vient avec davantage d'anxiété, davantage de stress, notamment lié au fait que ça s'apprenne par les autres en soi. Ça vient avec plus d'émotions négatives en soi, avec moins de satisfaction, moins d'engagement au travail. Ça mène aussi les personnes LGBTQ+, à moins se sentir authentiques au travail, sentir qu'elles doivent être une autre personne dans leur milieu de travail versus dans d'autres sphères de leur vie. Puis il y a aussi des avantages de la dissimulation, c'est que ça peut éloigner les personnes LGBTQ+, des sources de soutien qui sont accessibles en milieu de travail. Et cette dissimulation-là peut contribuer à l'invisibilisation en fait des personnes aussi LGBTQ+ en milieu de travail. Donc ça a quand même plusieurs conséquences à la fois individuelles qu'organisationnelles finalement, la dissimulation. Oui, plusieurs choses à considérer. Votre thèse porte spécifiquement sur les incivilités, comme le fait d'être ignoré ou de subir des remarques condescendantes.
J'ai rien contre les gays, j'ai plein d'amis gays, blablabla. Ou peut-on nous donner, pouvez-vous nous donner des exemples peut-être concrets là, de ces micro-agressions que les personnes de nos communautés subissent encore là, de nos jours? Bien sûr. Donc, je pourrais débuter avec un peu une définition de ce que sont les microagressions. Donc, en soi, c'est des actions ou des paroles qui, bien que parfois non intentionnelles, véhiculent des préjugés LGBTQ+phobes dans les interactions au quotidien, notamment au travail. Donc, ça peut prendre la forme de compliments déguisés. Donc, par exemple, lorsqu'on nous dit « Ah, tu n'as pas de l'air d'être une personne LGBTQ+, ou tu n'avais pas de l'air d'être une personne LGBTQ+, ou des sous-entendus. Est-ce que ton orientation sexuelle, c'est une phase ou c'est du sérieux? Ou même des blagues. Tant que tu viens pas me cruiser, c'est correct. Moi, j'ai une réponse à ça qui n'est pas toujours très gentille. Je dis toujours à la personne, tu n'as aucun souci à avoir là-dessus. C'est ça. Puis, il y a aussi des questions intrusives, des fois. C'est quand on pose la question, notamment auprès des gays et lesbiennes, c'est qui l'homme, la femme dans le couple. Donc, toutes ces micro-agressions-là pèsent et génèrent un certain stress. Puis ça signale aussi aux personnes qu'elles sortent de la norme. C'est comme leur répéter constamment dans les interactions sociales qu'elles sont en dehors de la norme, qu'elles sont stigmatisées, des éléments comme ça. Et donc, voilà différentes manifestations en fait de ces microagressions. Il y a aussi le fait de présumer de l'hétérosexualité d'une personne aussi, qui peut être une microagression vécue en milieu de travail. Et c'est ça, en fait, c'est le cumul de ces microagressions-là, de ces incivilités-là, qui crée en fait des impacts négatifs auprès des travailleurs LGBTQ+. Et je pense que les personnes trans aussi en subissent pas mal, là, à savoir, est-ce que tu as été opéré? Est-ce que tu fais encore pipi debout? J'en ai tellement entendu, pas ici à Canalem, mais ailleurs. C'est vraiment pas facile. Alors, certains pourraient percevoir ces gestes comme anodins, des simples maladresses, mais on vient de le dire, là, ces petits gestes-là, ça a des impacts au bout du compte et ça peut mener à l'épuisement professionnel, puis ça peut même mener aux gens qui quittent carrément leur emploi, là. Absolument, oui. Donc, ça a des effets cumulatifs, et délétères sur la santé psychologique, ces microagressions, ces incivilités-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi, les microagressions sont vécues aussi par différents groupes stigmatisés. Donc, le fait de faire partie aussi de différents groupes stigmatisés peut multiplier, en fait, le nombre de microagressions et d'incivilités vécues en milieu de travail. Ces microagressions ont un impact parce qu'elles transmettent aussi de manière répétée, insidieuse, un message dévalorisant à l'égard, finalement, notamment des personnes LGBTQ+. Et en fait, ces microagressions deviennent des stresseurs chroniques qui peuvent nuire à la santé psychologique, qui se rajoutent aussi finalement aux autres stresseurs qu'on rencontre en milieu de travail. Et ça vient épuiser les ressources des travailleurs par le stress qu'elles génèrent, finalement, ces microagressions. Est-ce que c'est... Oui, continue. Je t'écoute. Oui, pardon, allez-y. Oui, mais j'allais justement parler de, est-ce qu'on peut dénoncer ces comportements-là? Est-ce que c'est pas évident parce que c'est des microagressions, c'est pas toujours pris au sérieux, mais parfois on a peut-être besoin de dénoncer, puis est-ce que ça fonctionne, ça? Ça va varier d'un milieu à l'autre. Je pense que c'est important de sensibiliser sur ces microagressions-là et de parler des différentes manifestations. On a donné quelques exemples il y a quelques secondes. Et donc, donner des exemples en milieu de travail pour qu'on puisse comprendre finalement qu'est-ce qui représente une microagression et comment ça peut affecter aussi les travailleurs. Essayer de comprendre les conséquences et les rendre visibles. Je pense que c'est ça l'objectif aussi dans les organisations. C'est important de rendre visibles les microagressions et rendre visibles les conséquences que ça peut avoir parce que c'est souvent invisibilisé. On va aborder d'autres choses plus flagrantes, la violence, le harcèlement. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant puis d'en parler puis avec les personnes concernées aussi pour qu'elles puissent parler de comment ça les fait sentir aussi de vivre ces expériences-là de manière continue et répétée. Parlons du côté des employeurs. Qu'est-ce que, au-delà de mettre des beaux drapeaux inclusifs, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a plusieurs stratégies. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, mettre en place une politique d'inclusion, puis pas changer la culture organisationnelle, pas changer les interactions sociales au quotidien, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est important de vraiment agir sur cette culture organisationnelle. Et moi, je débuterais en faisant un état des lieux dans l'organisation. Ça va vraiment changer d'un milieu à l'autre. Donc, état des lieux sur, finalement, à quel point les travailleurs sentent qu'ils évoluent dans un milieu sécuritaire psychologiquement, physiquement, à quel point ils sentent que leur milieu est inclusif et si ce n'est pas le cas, de quoi ils ont besoin. Demander finalement à ces personnes-là de quoi ils ont besoin, puis adapter selon les besoins des personnes concernées. Et en fait, depuis octobre 2025, avec la loi 27, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, les employeurs doivent maintenant identifier et prévenir les risques psychosociaux du travail.
Ça, c'est notamment le harcèlement, la violence en milieu de travail. Et mettre de côté les microagressions, les incivilités, ne pas les aborder, c'est un peu ignorer des facteurs de risque, finalement, de ces risques psychosociaux du travail. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant, d'en parler dans les organisations, de chercher à prévenir ces microagressions et incivilités avant qu'elles deviennent finalement des risques psychosociaux du travail plus sévères, plus flagrantes, finalement. Et en soi, pouvoir créer un environnement de travail sécuritaire et inclusif pour tous. Mais c'est bien de le rappeler, les employeurs ont une obligation, là. C'est la loi de protéger les employés. On n'a pas beaucoup de temps, mais une personne là, qui ne se sent pas bien doit faire quoi là, dans ce milieu-là? Est-ce qu'elle doit tout de suite aller consulter puis faire quelque chose, mais ne pas rester là finalement? Là? Oui, ben, la première chose, c'est s'observer. Donc, observer des changements. Est-ce qu'on voit des changements dans nos émotions, notre anxiété, des éléments comme ça? Ce qui est certain, c'est demander de l'aide, ça peut aider. Donc, le fait de pouvoir demander de l'aide à des professionnels en santé mentale ou même à des alliés dans le milieu de travail pour voir finalement comment on peut agir dans ces milieux-là. Pas rester seul puis consulter aux besoins. On va devoir s'arrêter ici. Michele, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Michele à vous. Bayoko, donc, qui a fait cette étude sur les milieux de travail inclusifs et les microagressions. Merci beaucoup. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Restez avec nous après la pause. Philippe Besson qui vient nous parler de son tout récent roman, puis on va parler aussi de manger queer, nourriture queer. À tout de suite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. L'écrivain Philippe Besson vient de publier son 24e roman. 24, c'est quand même pas rien, hein? Alors, ça s'appelle Une pension en Italie, qui est publié aux éditions Julliard. Après avoir exploré des sujets sociaux percutants comme le féminicide ou le suicide des jeunes, l'auteur renoue ici avec une veine plus personnelle. Philippe Besson, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre invitation, Denis. Merci beaucoup. Personnel, parce que c'est quand même intéressant. Ce livre nous transporte en Toscane, l'été 1964, 3 ans avant votre naissance, en passant. Oui, c'est ça. Ici, il n'y a pas de discrétion sur les dates d'anniversaire. On y suit donc la famille Versac, dont le père Paul est professeur d'italien à Nice. Alors, j'arrête là. C'est quoi l'inspiration de ce livre? C'est d'abord la volonté d'explorer les secrets de famille, parce que beaucoup de familles ont des secrets, et il y a parfois des familles dans lesquelles il manque des pages dans les albums. Vous voyez, il y a des photos qui ont disparu, il y a des histoires qui circulent, il y a des rumeurs qui se répandent, il y a des légendes qu'on a écrites après coup, il y a des vérités officielles qui se sont imposées, et ça m'a toujours intéressé, ça, cette idée d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup on ne nous dit pas toute la vérité, pourquoi il faut aller poser des questions, et quand on pose ces questions, il n'y a pas de réponse.
silence. Pourquoi on doit affronter des silences qui ressemblent à des dénis ou à de la honte, à de l'embarras en tout cas. Et donc, il faut aller essayer de chercher au-delà des apparences. C'est déjà un thème que j'avais exploré dans d'autres de mes livres. Tout à fait. J'aime bien cette idée d'aller au-delà des apparences et d'essayer de contrarier le silence. Alors, ce livre, donc, on l'a dit, s'articule autour d'un secret de famille qui est gardé pendant 50 ans. Comment avez-vous travaillé cette rétention de l'information puis qui donne au livre, et là, je vais dire, un sillage presque policier. J'avais l'impression parfois d'avoir un petit peu d'intrigue policière là-dedans. Oui, parce que j'ai voulu construire le livre comme une enquête, parce que l'enquête, elle est menée par un narrateur qui est écrivain, on se demande bien pourquoi. Ouais. Et cet écrivain, donc, très longtemps après que les faits se sont produits, décide d'essayer de comprendre justement ce qui s'est passé, parce qu'il est l'héritier de cette histoire. Il est en fait le petit-fils de Paul Wirsak, dont on fait la connaissance dès le début du livre. Ouais. Et il essaie de comprendre pourquoi on ne lui a pas dit la vérité. Et donc, il va interroger les témoins, et quand il interroge des gens, encore une fois, on lui répond à côté, on esquive, et il va finalement se rendre sur place pour essayer de comprendre si la géographie lui donne des réponses, et s'il y a des témoins de cette époque. Donc, j'ai voulu le mener presque comme une enquête policière, cette quête des origines, cette quête de vérité. Voilà pourquoi il y a peut-être effectivement une tension qui surgit à la lecture. Oui. Qui fait qu'on est incapable de mettre le livre de côté. Alors, moi, je le dis, je l'ai lu en une journée. Très bien, je suis très content, ça me fait plaisir. Des fois, je me dis, j'ai pas fait durer le plaisir. Alors, parlons de la rencontre entre Paul, justement, ce personnage, et un jeune cuisinier de la pension qui s'appelle Sandro. On parle d'un coup de foudre inattendu entre deux êtres que tout semble opposer. Ça représente quoi, cette rencontre-là, pour Paul? Paul, c'est tout d'un coup. Alors Paul, il faut dire qu'effectivement, c'est un père de famille. Oui. Il a une quarantaine d'années. Il est professeur d'italien, vous le disiez, à Nice. Il part en vacances avec sa femme et ses deux filles, Suzanne et Colette, qui sont respectivement âgées de 18 et 10 ans, dans une pension, donc dans un petit village entre Florence et Sienne. Tout doit bien se passer. Ils doivent visiter des églises, des villages, etc. Bon. Et puis là, dans cette pension, il y a un cuisinier, et le regard de Paul va être attiré par le regard du cuisinier. Et tout ça va ramener Paul d'abord à sa vérité intime, une vérité qu'il a réprimée, c'est-à-dire des inclinations qu'il a depuis le plus jeune âge, mais qu'il a tenues dans le secret, dans le silence et dans une forme de refoulement, c'est-à-dire il a bien compris quand il avait 18 ou 19 ans où le portait son désir, mais il s'est dit tout ça va finir par se régler, passer, je vais l'oublier, je vais le contrarier, je vais l'écraser. Il a épousé Gabi, et je pense qu'il l'a fait avec sincérité. Il a sans doute été touché par cette femme qui a du caractère, il avait envie de fonder une famille, et puis tout d'un coup, en voyant arriver Sandro dans cette pension, tout ressurgit, c'est-à-dire tout ce qu'il a refoulé pendant des années. Et là, ce désir qu'il a pour l'homme en face de lui, c'est la révélation de son identité secrète. Et tout d'un coup, il est confronté à une réalité toute simple qui est, est-ce que je décide d'assumer pleinement ce que je suis? Est-ce que je décide de m'affranchir du poids des conventions, du poids des traditions et du mensonge dans lequel je suis enfermé depuis des années, parce que ce jeune chef de cuisine, tout d'un coup, me renvoie à ce que je suis intimement? Et donc, ce roman, en fait, avant de plus loin, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette rencontre, moi, personnellement. Parce que, oui, il y avait toute cette sexualité, cette sensualité, sans qu'elle soit dite. On la ressentait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. D'abord, elle passe par les regards. Et moi, je trouve que c'est important, cette idée-là, que parce que souvent, nos vies, ça se joue sur des détails. Et là, en l'occurrence, c'est Sandro qui porte son regard sur Paul, qui le scrute comme s'il comprenait qui était Paul, comme s'il avait perçu ce qu'il cache. Et Paul, il va regarder Sandro 3 secondes de trop. Il aurait fallu qu'il baisse le regard, il laisse le regard levé, et tout d'un coup, Paul, il apporte une réponse à la question qu'est en train de se poser Sandro. Et après, effectivement, la sensualité va se jouer, et elle se joue dans une chambre de pension, à l'abri des regards, derrière des persiennes fermées. Dehors, il y a la pesanteur zénitale du soleil, il y a l'Italie qui brûle, qui brille, il y a le soleil de l'été 64, et eux, ils sont enfermés dans cette chambre, avec un Christ en croix au-dessus du lit, et le carrelage frais de la chambre, et leur histoire va se jouer là, et les corps vont se rencontrer, mais au-delà des corps qui se rencontrent, il y a une vérité qui se dévoile, qui se révèle. C'est pas juste une histoire de sexe, même si c'est aussi une histoire de sexe, bien sûr, mais c'est une histoire d'amour qui est en train de naître à ce moment-là, oui. Tout à fait. Le roman dépeint aussi une France et une Italie, je devrais dire, de 1964, régie par des valeurs puritaines. En quoi la figure de Paul fait-elle écho au thème de l'homophobie et de l'impossibilité d'être soi-même que vous explorez souvent dans vos romans?
D'abord, souvent quand on repense aux années 60, rétrospectivement, on les voit, nous autres qui ne les avons pas forcément connues, comme des années d'insouciance, de liberté, d'émancipation. On se dit, c'est les années des yéyés, des chanteurs, c'est les années de la croissance économique. En Italie, c'est les années du miracle économique, de Dino Risi, de Vittorio De Sica, de Fellini, de Sophia Loren. Bon. Et en même temps, pour autant, ce sont des années qui sont très marquées par le poids des traditions, des conventions, des normes, de la religion, en l'occurrence, en Italie, avec les Christ justement dans les chambres et les missels dans les commodes. Bon. Et c'est un moment de bascule, c'est-à-dire qu'on va aller vers l'émancipation, mais on n'y est pas encore. Et donc, ce qui se passe effectivement là, c'est ce moment de bascule. Tout d'un coup, on va quitter cet endroit très cloisonné, très refermé sur lui-même, à un moment d'affranchissement. Et Paul, il ouvre des portes. Mais c'est vrai que l'homophobie, elle est très claire et très présente dans ces années-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut dire que l'homosexualité, elle est criminalisée. En France, par exemple, elle va être pénalisée jusqu'en 1982. Elle est un délit jusqu'en 1982. C'est la gauche, en 1982, qui va abolir le délit d'homosexualité. Il faut aussi se dire que l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'en 1990, considérera l'homosexualité comme une maladie mentale. Une maladie mentale. Ouais. Donc voilà où on vit. Ça veut dire que Paul, il peut pas assumer. C'est-à-dire que si vous décidez d'assumer votre homosexualité en 64, vous risquez d'être jeté en prison, mais surtout vous risquez l'opprobre, la honte, le déclassement social. Donc voilà aussi pourquoi tous ces hommes se taisaient et pourquoi en face il y avait cette espèce de violence qui n'avait même pas besoin de s'exprimer d'une certaine manière, parce que c'était une violence légale. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir d'obliger les autres à se taire. Tout à fait. On va parler de vous. Oui. Dans de précédents récits, Arrête avec tes mensonges, vous évoquiez la clandestinité de vos propres amours dans les années 80. Oui. Alors, quel lien vous faites entre le silence imposé à Paul et celui ou votre propre expérience de dissimulation? Alors, c'est un silence qui est assez voisin quand même. C'est un silence presque jumeau. C'est-à-dire que même dans les années 80, on était encore obligé de se taire et de faire attention parce que moi, j'ai grandi dans un petit village en Charente. C'est un département dans le sud-ouest de la France, très peu peuplé, très paysan, très campagnard, où j'ai été très heureux, c'est un endroit merveilleux. Mais c'est vrai que vous ne pouviez pas assumer votre homosexualité publiquement. Si vous l'assumiez, vous risquiez évidemment les injures, les insultes. Moi, par exemple, les mots « sale pédé », je les ai entendus pour la première fois dans la cour de collège. Les mots m'étaient adressés à moi et ont suivi 18 mois de harcèlement, 18 mois de mise à l'écart, 18 mois de violence physique et psychologique, et donc il fallait se taire parce que voilà, et je pouvais pas non plus aller le dire à mes parents. Est-ce que j'allais aller voir mes parents en disant on me harcèle à l'école en me traitant de sale pédé? Non, parce que je savais la question qui allait juste derrière et j'étais pas capable d'y répondre. Alors néanmoins, moi j'ai pas été catastrophé du tout, au contraire, par la découverte de mon homosexualité. Quand j'ai compris que j'étais homosexuel, j'étais plutôt très content parce que c'était enfin une forme de singularité, de différence, parce que moi j'étais un enfant très discipliné, très sérieux, très bien peigné, voilà, et tout d'un coup je disais c'est formidable, une singularité, quelque chose qui va me distinguer des autres, je n'appartiens pas à la norme, c'est merveilleux, bon. Mais j'ai compris tout de suite que le monde entier serait en face, allait être hostile, et donc ça m'a forgé le goût du combat. Je me suis dit, ils ont l'air d'être nombreux en face à pas m'aimer, donc je vais essayer de les combattre. Donc par l'écriture, quoi. Oui, et l'écriture m'a aidé à ça, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que juste après arrive l'épidémie de sida. Et que il faut comprendre que pour notre génération, ça a été quelque chose de terrible. D'abord, les gens ont regardé cette maladie comme une malédiction que les homosexuels avaient bien méritée. Il y avait quelque chose, c'est bien fait pour eux. Et puis surtout, ça nous a privés de nos amis, de nos amants, de nos amoureux. Moi, beaucoup de mes amis ont eu 20 ans, 22 ans et n'en ont jamais eu 25. Ils ont péri. Moi, quand je regarde les photos à la fin des années 80 et puis je regarde la même photo à la fin des années 90, nous étions 10 et à la fin, nous n'étions plus que 2 vivants. Tout à fait. Et donc, on a vécu ça, cette décimation. Donc, c'était compliqué aussi d'assumer son homosexualité dans cette époque-là. Le temps file, mais j'aimerais faire aller au moment présent. On vit vraiment une montée des intolérances avec les montées d'extrême droite, que ce soit Trump ou le RN en France. Est-ce que c'est encore pertinent de parler de qui nous sommes?
et de l'écrire. C'est plus pertinent que jamais. Ces combats, il faut les mener parce que on voit qu'en face, les populismes gagnent. On voit qu'en face, la haine de tout ce qui n'est pas le mâle blanc, hétéro, dominant, ça devient compliqué. On est d'accord que c'est difficile. D'ailleurs, au fond, on voit bien que aujourd'hui, la façon dont on traite les homosexuels, dont on traite les transsexuels, etc., c'est assez violent. Mais d'ailleurs, ça n'est qu'une réplique de la façon aussi dont on traite les femmes. C'est toujours comme les combats sont toujours voisins, même si les femmes, elles ne sont pas minoritaires, elles sont majoritaires. Mais on voit bien que la remise en cause de l'avortement, le triomphe des masculinistes, tout ça entraîne une sorte de déclassement de ce que nous sommes dans notre différence, notre vibration. Ouais. Et donc, il faut que nous autres, les artistes, les cinéastes, les musiciens, les écrivains, on mène ce combat avec nos armes à nous. C'est des pauvres armes. On n'a que des mots ou des chansons ou des films, mais on les a. Alors, il faut se battre. Je termine avec ça. Vous êtes quand même heureux dans la vie. Je sais que vous êtes amoureux. Oui, je suis très amoureux. Ça fait 15 ans que je vis avec le même homme. Ouais. Et je suis très, très heureux. Donc, moi, ça va bien. Je ne me plains de rien. Mais je vois bien qu'autour de moi... Mais vous en parlez publiquement, puis je pense que ça donne un exemple, peut-être? Ah oui, j'en parle sans aucune difficulté. Au contraire, moi, cette question m'a été posée dès que j'ai commencé à écrire. J'ai répondu à la première minute. Et depuis, je n'ai jamais cessé de répondre à la question tant quand on me la pose. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment, Philippe Besson. Une passion en Italie, c'est un roman bouleversant sur la quête des origines et la puissance du désir censuré. C'est disponible en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Manger queer. Ben oui, on peut manger queer. C'est le thème d'une exposition intitulée Une saveur de Montréal queer présentée par les archives gays du Québec et les archives lesbiennes du Québec. Alex Ketchum est professeur agrégé à l'Université McGill et spécialiste de l'histoire alimentaire et queer et ses recherches ont contribué à cette exposition. Bienvenue à l'émission, Alex. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, pour débuter, vous avez développé le concept de nourriture queer. Là, j'étais vraiment curieux de la nourriture queer. Là, on parle pas juste de la nourriture, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est de la nourriture queer? La nourriture queer est un concept un peu complexe, mais c'est la nourriture qui est très importante pour la communauté queer pour faire... la communauté. Le rassemblement. Oui, le rassemblement, exactement. Et c'est important aussi historiquement. Il y a des types de nourriture qui sont très importants pour la communauté queer, pour l'histoire des sida et autres choses comme ça. On va y arriver. Moi, je vais vous donner des exemples. On va voir. OK, parfait. Okay. Les gars sortent ou les filles sortent, font le party et après le party, vont à la banquise et mangent de la poutine. C'est de la nourriture queer à ce moment-là. Peut-être s'il y avait une grande fête avec la communauté queer à la banquise, mais normalement, c'est plus important si le restaurant ou le café est une entreprise qui est des personnes queer. Donc, des entreprises qui sont propriétés de personnes de nos communautés. Exactement. Alors, si je pouvais peut-être penser, il y a des noms de restaurants, mais ça me vient plus des États-Unis. Il y avait cette chaîne qui s'appelait Hamburger Mary's. Ah oui. C'est une chaîne. Ça, c'était à San Francisco. Il y en a à Hollywood, il y en a un peu partout. Oui, avec les performances de drag, mais aussi, il y a beaucoup des autres restaurants, les restaurants féministes. Les personnes qui ont fait ça sont les lesbiennes et les lesbo-queer, et c'est important aussi pour la communauté queer et lesbo-queer. Et c'est intéressant parce que pour les personnes de nos communautés, se rassembler, c'était pas toujours évident. Il n'y avait pas toujours des endroits bien spécifiques et c'est encore comme ça maintenant, bien que c'est plus ouvert. Ouais. Alors, dans vos recherches, vous avez recensé 230 établissements, 230 établissements féministes et lesbiens au Canada et aux États-Unis depuis 1972. Oui, j'ai écrit un livre, Ingredients for Revolution, The History of American Feminist Restaurants, Cafés and Coffee Houses, et c'est une histoire de ces restaurants. Il y avait beaucoup de types différents, les petits cafés, les grands restaurants, les bars avec la nourriture et autres exemples, et aussi les coffee houses qui sont les places temporaires pour rassemblement de la communauté féministe et pour faire
l'art et les milieux politiques et autres choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était vraiment le réseau social des personnes queer avant l'arrivée d'Internet? Oui, il y avait les guides touristiques comme Gaia's Guide ou Dameron's Gay Traveler et autres choses comme ça qui sont importantes. Et aussi les tableaux d'affichage, c'est important pour partager l'information et aussi pour les networks des personnes comme les musiciens qui a fait un tournage entre les places différentes et il y avait les word of mouth de ça. Et mais il y avait des guides, hein? Moi je me rappelle, pour les hommes c'était Spartacus, puis là là-dedans il y avait tous les restaurants, les établissements partout dans le monde, il y en avait un nouveau à chaque année. C'était une brique là. Exactement. Gaia's Guide c'était la même chose et Dameron's et autre chose. Et aussi il y avait les guides touristiques très petits pour une place. Oui. Comme les guides à Montréal ou Toronto, autre chose comme ça. Pour trouver donc des établissements où on était en sécurité. C'est quand même assez... on appelle ça des espaces bienveillants maintenant, mais des espaces où on était en sécurité. À une époque où la visibilité pouvait être risquée. Hein, peut-être quelquefois, mais ça dépend parce que on sait l'histoire des police raids et les problèmes avec les policiers pour les bars gays et autres choses comme ça. Mais les restaurants, ils sont un peu différents parce que les restaurants ont un peu les politiques de respectabilité parce qu'il y a la nourriture, il n'y a pas les grands emphasis dans l'alcool et autres choses comme ça. Et donc, il y a moins de risques, mais il y a un risque. Mais on pouvait moins se prendre par la main et s'embrasser. Moi, je me rappelle, dans certains restaurants, on nous disait, là, on vous accepte, mais pas trop, là. Ouais, c'est comme ça. L'exposition en question, parce que je pense que c'est important d'en parler pour plusieurs personnes, c'est que ce dont on se parle présentement, moi, je suis une personne assez vieille, donc je l'ai vécu, mais c'est complètement... On peut pas s'imaginer qu'il fut un temps où trouver des établissements queer, c'était compliqué, puis c'était toujours caché. Là, il y a une exposition qui est en branle, justement pour expliquer aux plus jeunes et rappeler aux plus vieux ce que c'était. L'exposition est une histoire de notre communauté, mais il y a des choses qui sont cachées avant que 1970, mais il y avait plus des matériaux et les choses éphémérales comme les matchbooks et aussi l'affiche et autres choses comme ça qui est une représentation de notre histoire. Et parfois, même dans l'affiche ou même dans le petit carton d'allumettes, il y avait des signes qui nous laissaient savoir que c'était un endroit bienveillant pour les personnes des communautés. Qu'est-ce que c'était, ces signes-là? Il y avait les signes comme les labris et aussi autre chose comme les genitalia aussi. Et aussi, il y a beaucoup, une représentation quand même, pas une représentation qui était une photo d'un Oui, exactement. Puis il y avait puis il y avait le signe du lambda. Oui, exactement. Aussi, oui, exactement. Je pose une question, c'était peut-être pas prévu, mais est-ce qu'il y a des noms de restaurants à Montréal dont on peut parler? Oui, il y avait beaucoup de restaurants. Il y avait l'anecdote. C'était important. Il y avait La Quejana. Et c'est un restaurant très intéressant parce que ce restaurant était les places où les archives lesbiennes à Montréal ont commencé. Et, c'est dans un bois, dans un restaurant. Et aussi, il y avait les espaces de glace et aussi, maintenant, c'est un peu différent parce que c'est plus comme les bars avec la nourriture. Et c'est plus d'espace queer, pas lesbienne. Parce qu'il fut un temps que les femmes avaient leurs propres espaces, les hommes, ça se mélangeait pas trop. On se mélange plus maintenant, je crois. Oui. C'est une chose maintenant, mais il y a Champs et Club Didi's et autres espaces qui sont queer, mais c'est un peu
plus lesbo-queer. Oui. Et aussi, il y a les cafés comme La Reine Garçon et Dispatch à un propriétaire queer. Et il y a beaucoup de cafés, en fait. Nueva Era aussi, ouais. Et c'est pas toujours dans le village, hein? C'est fait partout. Et normalement, c'est pas dans le village pour l'espace lesbo-queer. C'est normalement dans les plateaux. C'était la même chose pendant 1980 aussi. Oui. Et pour l'exposition, il y a les zines qui a les cartes de tout l'espace. Et aussi dans mon site web de l'exposition, parce qu'il y avait une représentation numérique aussi, il y a un directoire aussi de l'espace historique et aussi l'espace qui existe maintenant. Beaucoup de magazines, hein, dans le temps, on achetait Fugue et Fugue avait une carte. Ouais. Il y avait plusieurs. Il y avait Fugue, il y avait Rencontre Gay. On parle de Montréal, mais c'était partout. Ouais. Et là, on avait les établissements s'affichaient comme étant des établissements queer-friendly. On disait LGBT-friendly ou gay-friendly. Là. Il y a tellement eu d'expressions. Oui, exactement. Avec, normalement, il y avait un flag ou un sticker aussi dans les portes. Le petit drapeau, on a commencé à voir ça dans les fenêtres. Oui, exactement. Mais il y a une différence si l'entreprise a un propriétaire queer parce que c'est une chose différente parce que il y a plus d'intérêt dans la communauté queer, mais les alliés sont importants aussi. Tout à fait. De nos jours, il y a plusieurs établissements. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Moi, il y en a un que je connais bien parce que, puis on ne va pas leur faire de publicité, c'est pas ça l'idée, mais La Graine Brûlée, quel nom pour un café, là? Oui. Oui, j'adore cette place. Et aussi, il y avait les représentations de La Graine Brûlée dans mon exposition aussi. Oui. Parce que maintenant, on a un problème pour les archives de notre histoire queer parce qu'il y avait beaucoup des affiches et les choses imprimées jusqu'à 2000, mais maintenant, beaucoup de choses sont dans l'Internet comme Instagram ou autre chose. Oui. Donc, c'est important pour les personnes qui fait une collection de les coffee cups et autres choses comme ça il faut télécharger puis garder tout ça. Là. Exactement, pour garder notre histoire maintenant. Parce qu'il y a toute une valeur patrimoniale à toutes ces affiches qu'on faisait à l'époque, qu'on ne fait plus maintenant, mais on le fait sur Internet, puis c'est tout aussi important. Ouais, il y a un autre établissement qu'on m'a nommé, Sophie Sucré. Moi, j'achète beaucoup là aussi parce que je suis végane. Ouais. Mais eux aussi, on peut les considérer comme un endroit queer? Oui, c'est une question qui j'écoute beaucoup parce que il y a un débat qu'est-ce que la nourriture queer, c'est vegan ou végétarienne ou autre chose et normalement pour la communauté lesbienne et lesbo-queer et il y a plus vegan et plus végétarien pas tout le temps parce qu'il y avait les espaces avec les burgers mais pour la communauté gay et pour les personnes non binaires c'était pas tout le temps végétarien. Oui, les hamburgers, c'est tellement... Oui, exactement. C'est tellement un mets, comment je pourrais dire, c'est emblématique. Ouais. Hein? Après la danse, après le party, le burger, exactement. les frites, oui, après les discos aussi. Mais il y a des burgers véganes maintenant, moi je sais. Oui, exactement. Mais c'est une partie de notre histoire. Et aussi pour l'histoire québécoise, il y avait plus des hamburgers que l'autre province. J'aimerais terminer avec des choses importantes. Semble-t-il que vous voulez que les gens continuent de préserver des objets qu'on dit éphémères, même si on voit moins ça maintenant, des boîtes d'allumettes, mais des affiches, des menus, tout ça, et de remettre ça aux archives, j'imagine, hein? Oui, maintenant, les archives gays du Québec et aussi les archives lesbiennes du Québec, ils vendent plus des articles et toutes les personnes peuvent faire une donation des objets.
Oui, dans tous ces objets-là qui peuvent nous rappeler une histoire et puis ça peut toujours servir. Je rappelle aux gens qu'il y a une pièce de théâtre qui a été faite cette année, n'eût été des archives gays, des archives lesbiennes. On n'aurait peut-être pas eu Corps fantôme chez Duceppe comme on a eu. Alex Ketchum, donc félicitations pour ce travail et je rappelle que cette exposition Une saveur de Montréal queer, ça a lieu jusqu'au 13 juin au bureau des archives gays du Québec ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Cet épisode 138 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève tire à sa fin. Merci à nos invités du jour, Charles Milliard, Michele Biocco, Philippe Besson et Alex de Ketchum. Et merci donc à toute l'équipe de Canal M, notamment notre ami à la mise en onde, Mathieu Tessier. Merci à Godéric Traube à la recherche. Merci aussi à Jean-Sébastien Liberté et Marjorie Théodore. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je réalise et j'anime cette émission. À la semaine prochaine.